le passage du jeune Hegel au vieux Hegel, c'est le passage de sa jeunesse romantique. Alors, le romantisme allemand est un esthétisme absolu, je viens de le montrer pour Novalis, hein, je veux dire, c'est un esthétisme absolu, jamais, encore une fois, jamais auparavant, et sans doute jamais depuis, en tout cas jamais auparavant, avant il y avait le religieux, hein, qui tenait le lieu sacré. Donc c'est pas tout à fait un hasard si le romantisme qui vient après le siècle des Lumières, où la religion a été discréditée, trouve un substitut du religieux dans l'art. C'est important. Et pas seulement comme remplacement, hein, il y a aussi le vide laissé par la modernité dans la conscience moderne, avec l'angoisse qui va naître, le mal du siècle dans le romantisme et bientôt le spleen avec Baudelaire, qui va aggraver encore le mal du siècle. Et je ne parle pas de l'angoisse moderne à la Kafka. Bon, ben, je veux dire, vous voyez, il y a une progression du négatif, hein, dans la conscience moderne, qui était évitée dans l'ancien monde. Je vais plus loin que l'ancien régime, y compris dans l'Antiquité, dans l'ancien monde, dans la mesure où la réponse religieuse précédait les questions fondamentales. Voilà, c'est un petit rappel pour rappeler quand même que les romantiques allemands sont les premiers quand je dis romantiques allemands, c'est une métonymie, ça concerne aussi bien les romantiques anglais, le romantisme nordique, hein, Madame de Staël, La lumière nous vient du Nord, enfin c'est l'Allemagne qui est le gros morceau, en nombre de textes, et voilà, et donc c'est pas un hasard si c'est les premiers à se ramasser en pleine figure la modernité, la postérité de Rousseau, si vous voulez. C'est d'ailleurs intéressant de voir que Rousseau ni un Français ni un Allemand, mais une médiation, un Suisse. Non, non, mais pour moi, il n'y a jamais de hasard. C'est mon côté un peu névrotique, je veux dire. Hein. Je dis ça parce que David Lépée a dit, madame, quand même, tu attribues au hasard. Je dis, va savoir si c'est le hasard. Le premier pèlerinage que j'ai fait à pied, à l'époque où j'avais enfin la liberté de marcher à pied à la fin de ma classe de première, c'était pour aller à l'île Saint-Pierre, où la cinquième promenade, dont nous parle la cinquième promenade de Rousseau dans la rêverie du promeneur solitaire. J'ai pris le bateau, la Weissflut, la flotte blanche, comme disent les Suisses qui sont fiers de leur flotte sur les lacs, à la Neuveville, ça sonne bien français ça, la Neuveville. Et en 5 minutes de navigation, on aborde l'île Saint-Pierre, premier village, Erlach. Et on est en germanophonie. Là où même Rousseau a fait naître la modernité littéraire, c'est l'endroit où en Suisse on passe de l'espace francophone à l'espace germanophone. Pour moi, il n'y a pas tout à fait de hasard. Voilà. Autrement dit, Rousseau, c'est pas mon sujet, mais chez Hegel ce sera important, et une première synthèse entre les lumières françaises et la nuit allemande. La nuit romantique allemande. Il y a des lumières allemandes et puis il y a la nuit française. Bon, ce conflit entre la rationalité des lumières, ce que j'appelle le monde des lumières, le monde du jour, je fais marcher aussi bien l'abstraction que les métaphores concrètes, parce que c'est intéressant. Hegel va jusqu'à diviser les sexes de cette manière. Lorsque dans la phénoménologie, tous ceux qui l'ont lu ont dû remarquer ce passage, lorsqu'il parle du monde éthique, c'est comme ça qu'il désigne la Grèce sans la nommer, enfin la cité grecque, hein, le moment de la cité grecque sans la nommer, il oppose, rappelez-vous, la loi humaine à la loi divine. La loi humaine, c'est celle qui est laïque, on dirait aujourd'hui, qui se décide sur l'agora, sur l'apnix, par des élections. C'est la loi manifeste, Offenbar, comme on dit en allemand, ouverte. Il n'y a rien de caché. Il y avait même des petites bandelettes sur l'agora avec de la peinture fraîche pour montrer du doigt la honte de ceux qui étaient venus voter en retard. Vous voyez, c'est clair que la politicité chez les Grecs, c'est public, c'est manifeste, c'est le monde du jour, c'est le monde de l'homme. Mais il y a à l'intérieur des foyers le monde où préside la femme, qui est le monde nocturne. Déjà, le foyer, c'est à l'intérieur des murs. C'est pas dans la lumière d'Apollon, c'est le monde d'Antigone qui dit à Créon, c'est ton Zeus qui te l'a dit. Moi, je me réclame plus de Zeus. Souterrain, celui de la loi non écrite et des morts. Mais cette opposition du jour et de la nuit, ça date pas seulement, donc je suis en train de dire que Rousseau fait la synthèse de notre partie nocturne. Vous voyez comme les thématiques de l'inconscient, de l'onirique vont pouvoir déferler dans la modernité à partir du surgissement de ce monde-là, hein, qui avait été refoulé pendant tout le siècle des Lumières tout de même, mais qui, s'il se déchaîne, peut enfanter des monstres. C'est ce que Hegel voit aussi chez les romantiques. Je peux vous citer, et je vous recommande de le lire, c'est important ce qu'on est en train de voir. Vous le trouvez sur le net, si vous mettez Lukács, le philosophe bien sûr marxiste Georg Lukács, vous mettez le nazisme et Hegel, ça suffit dans Google pour trouver. Autrement dit, la manière dont Hegel a été jugé par les philosophes pendant la période nazie.
Pourquoi j'en parle? Parce qu'il vous cite un philosophe, on l'a oublié maintenant, mais qui est très important pour l'histoire de la pensée, le philosophe nazi quasi officiel Boimler, Alfred Boimler, hein, qui a été promu à Berlin à cause de ses discours nazis et qui veut réhabiliter le côté abîme et folie et infinitude du romantisme contre Hegel. C'est intéressant. Alors vous me direz qu'il y a un anti-hegelianisme de gauche. Moi je veux bien, y compris celui du jeune Marx par exemple, d'accord. Mais enfin, il faut voir où on met les pieds. D'accord. Si on s'attaque à la rationalité, alors il faut rappeler la citation que Hegel fait de Goethe, citation célébrissime dans la culture allemande, dans le prologue de Faust, où Dieu dit si tu méprises la science et la raison, les dons les plus élevés de l'humanité, tu te donnes au diable et tu es perdu. C'est comme si Goethe avait averti les Allemands de leur destin. Si tu commences à invoquer l'imaginaire, c'est un peu une longue parenthèse que je fais, mais j'en veux à 68. Il y a des tas de choses que je revendique de 68. Moi, le doublement ou le triplement du SMIC, je suis pour, mais ça, c'est le 68 des ouvriers. C'est pas le 68 de Cohn-Bendit et des gauchistes à passer son temps à cracher sur la CGT et le PC. C'est tout le contraire. Pour eux, ces revendications-là, salaire, retraite, c'est ce qu'ils appelaient des revendications catégorielles, métro, boulot, dodo, avec un mépris de ceux qui, visiblement, n'ont pas de besoin très urgent. D'accord? Eux, ce qui les intéressait, c'est les nouvelles luttes. Les nouvelles luttes, c'est dans lesquelles votre génération se débat, féminisme, écologie, etc. C'est beaucoup plus important que les salaires et toutes ces conneries. Donc, il y a 68 et 68. Pourquoi j'en parle? Le 68 que je critique, donc, c'est pas celui, bien sûr, des victoires sociales. C'est tout le contraire. C'est celui qui disait l'imagination au pouvoir. Pourquoi? Parce que je parlais du nazisme à l'instant, de Boimler à Berlin, etc. Or, l'imagination, elle a été au pouvoir. Regardez les films sur les manifestations de Nuremberg. Regardez l'importance des images, des icônes de la ferblanterie romaine revisitée avec les aigles romains, la foule et les torches la nuit. Ça ne s'adresse pas à la raison, tout ce falbala, là, tout ce fatras. Ça s'adresse à l'imaginaire. Et avec quelle efficience! Regardez la voix magnétique d'Hitler devant des foules magnétisées et des visages extatiques, d'hommes et de femmes de tous âges. Donc quand Hegel rappelle que la nuit, ça peut enfanter des monstres aussi, et des cauchemars, tu vois, je ne suis pas en train de dire que je suis pour la nuit contre le jour ou pour le jour contre la nuit. Je suis en train de dire que Rousseau est le premier qui essaie de tenir les deux. C'est celui qui écrit le contrat social, ça c'est le monde du jour, de voter sur l'agora, si vous reprenez mes images, vous voyez. Le monde de la pensée, c'est très rigoureux le contrat social. Il y a une progression rationnelle, une déduction logique. Pourquoi ça ne peut pas être la force qui est à l'origine des sociétés, mais le droit. Et puis il y a le Rousseau des rêveries du promeneur solitaire. Là, on est quand même loin de la raison, de la pensée et du concept. La rêverie, déjà, il y a une tentation hypnotique, par définition. C'est pas encore le rêve, mais enfin, je veux dire, c'est pas loin. Et dans la préface à la Nouvelle Héloïse, je dédie ce livre à tous ceux qui ont mis leur idéal dans les chimères. Bonerval tirera le titre de son recueil de poèmes, Les Chimères. Vous voyez, c'est... Bon, je ne dis pas que c'est le Rousseau, que la nuit c'est bien et que le jour c'est mal, ou l'inverse. Je suis en train de dire être moderne, c'est assumer les deux. Et ce que Rousseau est le premier à faire. Ce qui est miraculeux, c'est qu'il s'en sort sans être devenu fou dans cet écartèlement. Alors que toute la génération d'après des romantiques allemands, précisément ce que je voudrais illustrer avec le passage que je vais citer, je veux dire, ne va pas tenir ces deux extrêmes. De pousser la rationalité, le développement de la science, de la raison, de la politicité, du collectif, et le monde du repli sur soi, de l'infini à l'intérieur de soi. En nous ou nulle part sont la vérité, ces mondes, et des Novalis, le même qui disait que plus il y a de poésie, plus il y a de vérité. Vous voyez, quand je rappelle que Rousseau est le premier à vouloir tenir les deux, à écrire, je rappelle à la fois le contrat social et les rêveries du promeneur solitaire, le discours sur l'origine de l'inégalité et la Nouvelle Héloïse, où il y a un déchaînement érotique sans précédent dans le romanesque pratiquement. C'est pour dire l'héritage qu'il laisse à la génération de Hegel. Je vais citer ici Hölderlin, donc camarade d'université de Hegel, dans un hymne qui s'appelle Le Rhin. Comme à la fin de son parcours, Hölderlin prend souvent des fleuves, les grands fleuves, comme emblème des idées qui l'obsèdent.
Heureux donc celui qu'attendait avec justice, je le dis sans interrompre lorsque c'est pas mon sujet, et je m'interromprai lorsqu'on arrive à Rousseau. Heureux donc celui qu'attendait avec justice mesurée à ses vœux sa destinée, au lieu où le souvenir des longs voyages et des maux soufferts doucement vient bruire encore à la rive sûre, et d'où les regards peuvent avec joie errer jusqu'aux frontières de son séjour par Dieu lui-même dessiné. Il se repose alors le cœur comblé, car tout ce divin qu'il désira jadis conquérir de soi-même indompté lui donne étreinte et se prend à sourire à cet audacieux qui trouva son repos. Et maintenant c'est aux demi-dieux que je songe, et il faut qu'une connaissance me soit donnée de ces êtres sans prix, puisque leur vie fait battre si souvent mon cœur plein de désirs. Les demi-dieux, on pense à Héraclès, à Thésée, ce que les Grecs appellent les demi-dieux. Mais qui donc reçut comme toi en partage, ô Rousseau, et voilà le demi-dieu. Vous voyez ce qu'il représente comme force titanique pour la génération d'après. Mais qui donc reçut comme toi en partage, ô Rousseau, une âme qui ne peut être soumise, une âme de très profond support, cette justesse de sens et ce don si doux de savoir entendre et de parler. Pareil au dieu du vin. C'est le côté nocturne ou diurne, là? À votre avis? Nocturne. Bien, c'est le dieu du vin, c'est l'ivresse, ça trouble. Mais en même temps, c'est le vin qui nous rassemble. On trinque, c'est la communauté. Même Nietzsche verra plus tard que Dionysos, c'est le moment du peuple. Le carnaval, les bacchanales. C'est pas l'individualité apollinienne aristocratique, avec son contour net et clair. Intéressant. Hein? Donc le vin, c'est ici pour le côté justement qu'on partage. Hein? Prenez et buvez, ceci est mon sang. Donc, et ce don si doux de savoir entendre et de parler, pareil au dieu du vin avec une plénitude sacrée, et le désordre d'un divin délire, donc on est apparemment à l'opposé du concept, de telle sorte qu'il rende intelligible aux gens de cœur le langage des êtres les plus purs, mais frappe-les sans respect d'un juste aveuglement. Les esclaves, profanateurs, cet inconnu, quel nom les donnerais-je? Vous voyez l'hommage extraordinaire à Rousseau, la figure quasi demi-divine, comme il dit, qu'il prend pour avoir su tenir les deux comme ça. C'est un fou qui parle, lui qui a craqué entre le jour et la nuit, hein, entre l'Antiquité, le jour, Apollon, et le christianisme. Dieu est devenu absent dans le christianisme. C'est pas, il vient pas nous éclairer tous les jours, là. Il nous laisse dans les ténèbres du doute. C'est le monde moderne. Vous voyez, tout ça se tient.